Merci à vous d'être là alors qu'il fait si beau, même si je suis pas sûr que vous ayez eu le choix, mais bon, n'ayez pas, merci d'être là. Pour que je vous parle un peu de l'imagination et les techniques du virtuel. Et d'ailleurs, c'est une chance qu'on soit là, je ne sais pas si vous l'a dit votre professeur de divers, mais hier à l'aéroport, on a failli ne pas pouvoir être là aujourd'hui puisqu'on a pris le train dans le mauvais sens et on s'est retrouvé en Suède. On a réussi à le prendre dans le bon sens et nous voilà ici. Mais je me suis dit que si on était entièrement dans la réalité virtuelle, on aurait pu, par un clic ou par une petite application, changer de la Suède virtuelle au Danemark virtuel et ça aurait réglé les problèmes beaucoup plus vite. Là, on était obligé d'attendre, de prendre un train, etc. Bon, ce que je vous propose là, c'est un peu un chantier, c'est-à-dire qu'il y a des hypothèses, il y a des questions, donc il ne faudra pas que vous hésitiez à faire part de vos doutes, vos objections, ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, ce qui vous énerve, ça peut m'aider aussi. Pour les questions, je me dis que peut-être quand même le mieux c'est que je parle et on discute après. Vous avez quand même la possibilité de poser des questions en cours de route s'il y a des choses que vous ne comprenez pas du tout, des mots absolument incompréhensibles ou un passage très obscur. Là, vous m'arrêtez, sinon ça n'a pas d'intérêt. C'est pas grave si ça prend un peu la forme d'un cours, c'est pas du tout grave. Et bon, si jamais en cours de route vous avez une question de fond qui est vraiment brûlante, quoi, qui vous empêche de respirer, qui vous empêche de tenir en place, bon bah vous la posez, bien sûr. Mais sinon, essayez de les garder pour la fin et de les retenir. Faites pas comme mes élèves en France qui, le temps qu'ils lèvent la main, ils ont oublié la question qu'ils voulaient poser. Essayez de la mémoriser. Alors, je voudrais partir d'une inquiétude contemporaine dans nos sociétés à propos des techniques qui produisent des images virtuelles. Vous voyez, depuis un siècle, nos sociétés, c'est des sociétés d'images, photographie, cinéma, et tous les penseurs ont essayé de montrer que les images pouvaient avoir un pouvoir assez important, même s'il est un peu discret. Vous voyez, l'image, elle est objective, elle est neutre, elle n'est pas aussi violente que la force. Elle suggère, elle incite, elle fait faire, elle fait croire, elle fait désirer, etc. Bon, pendant le XXe siècle, c'est une inquiétude importante, le pouvoir des images. Mais je crois que cette inquiétude, elle est un peu dépassée maintenant par une autre inquiétude, qui est plus liée aux techniques du virtuel. Techniques du virtuel qui sont, alors on va travailler dessus, on va essayer de les définir, mais qui sont de plus en plus répandues et qui vont bientôt toucher tous les champs de la connaissance et de l'expérience. Aussi bien la médecine, que le commerce, que les jeux, que le travail en entreprise, etc. etc. Bon, qu'est-ce qu'on peut appeler virtuel? On va faire une première définition toute simple, et on y reviendra ensuite, hein, c'est vraiment un point de départ. Le virtuel, c'est une création synthétique d'images par ordinateur, création d'images par ordinateur, qui élabore des modèles, pour la science surtout, des réseaux pour la communication, et des mondes, pour les jeux, pour le cinéma et ce genre de choses. Et l'idée, l'inquiétude, c'est que l'homme moderne, il tendrait de plus en plus à vivre dans ces mondes virtuels, et à s'y installer, et à délaisser la réalité. Si vous voulez, c'est de plus en plus dans des espaces et des temps virtuels que les hommes modernes, c'est-à-dire nous. On joue, on se rencontre, on voyage, on apprend, on explore, etc. etc. Alors d'où toute une série d'inquiétudes. Et nos sociétés sont un peu en alerte devant le virtuel, de façon d'ailleurs un peu grossière, un peu courte, on va y revenir. Mais on attribue au virtuel, on lui impute des responsabilités assez graves. Alors je sais pas, il suffit d'ouvrir les journaux ou de regarder la télévision pour entendre parler de faits divers qui mettent en cause le virtuel. L'histoire j'ai lu ça il y a quelques mois dans un journal, l'histoire d'un petit garçon qui a l'enterrement de sa grand-mère. Tout le monde pleure à chaudes larmes, tout le monde est absolument traumatisé. Et lui, il a l'air assez serein et il dit à un moment, elle a qu'à prendre une autre vie. Elle a qu'à prendre une autre vie. Vous voyez, le principe du jeu vidéo. Vous perdez une vie, hop, vous en prenez une autre. Perte complète de la conscience de la mort. Autre exemple, alors plus crucial et encore plus insistant, on en entend parler tous les mois, un adolescent qui a beaucoup joué aux jeux vidéo, qui a passé des années dans le cinéma tridimensionnel, un jour descend dans la rue, trouve une arme, on ne sait comment, et va abattre 3 passants, 4 passants ou des camarades d'école. Autre angoisse à propos du virtuel, il introduirait dans la réalité la violence, l'absence de morale, la perversion, etc. etc. Bon, voilà pour l'espèce de diagnostic qui se fait aujourd'hui, on va le discuter parce qu'à mon avis il est assez faux. D'abord, petite remarque, le virtuel, les hommes ont toujours eu affaire à du virtuel. Toujours eu affaire du virtuel. Dès que vous projetez quelque chose, vous vous dites, je sais pas comment je peux faire pour aller là-bas, vous êtes ici, comment je peux faire pour aller là-bas, vous êtes déjà dans le virtuel. Vous êtes ici, vous voyez des chemins, et la situation que vous imaginez quand vous serez là-bas, elle est virtuelle. Dès que les hommes font des hypothèses, qui font des conjectures, qui se rapportent à des choses probables ou improbables, ils ont déjà affaire à du virtuel. Bon, alors évidemment, avec les techniques du virtuel, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Parce que le virtuel dont je vous parlais là, il est toujours lié à la réalité. C'est des possibilités qui vont peut-être se réaliser ou peut-être pas, en fonction de la réalité. Avec les techniques du virtuel,
on pourrait dire que les possibilités se décrochent de la réalité. Il y a des univers qui deviennent un peu autonomes, un peu indépendants, un peu distincts de la réalité. Et c'est plus la réalité qui va décider si le virtuel peut se réaliser ou non. Alors, l'angoisse, ça serait ça. Ça serait que peu à peu les hommes s'installent dans des mondes virtuels, décrochés, coupés de la réalité. Et le virtuel ainsi décrit, ainsi entendu, eh ben, il serait en train de modifier nos personnes, nos subjectivités, dans un sens catastrophique. Et donc il nous désengagerait de la réalité, il nous isolerait les uns des autres, il produirait des effets de violence et de perversion. Bon, alors vous voyez bien que dans ce panorama des peurs contemporaines, tout est un peu flou, tout est un peu brumeux. D'abord on accuse des techniques. Les techniques, c'est des instruments, les techniques fondamentalement, ça dépend de ce qu'on en fait. Il n'y a pas de raison de penser que la technique serait un malin génie ou un maléfice. D'ailleurs, les hommes modernes, encore une fois, c'est nous les hommes modernes, ils ont un rapport très affectif, très irrationnel aux techniques. Pas du tout sensé. Soit ils les adorent, comme des petits dieux qui vont décider de leur destin. Regardez, je sais pas, aux États-Unis, les gens qui campent pendant des jours entiers devant un magasin parce qu'il y a le nouveau téléphone ou le nouvel ordinateur qui va sortir le lendemain, comme si c'est leur vie qui allait se jouer là. Soit ils sont terrifiés par les techniques. On se méfie des nouvelles techniques, elles peuvent nous exploser au visage, elles peuvent faire de nous ce qu'on voulait pas. Vous voyez, rapport affectif, irrationnel. On les adore, on les terrifie. Bon, un enjeu important, c'est quand même de réussir à avoir un rapport un peu plus rationnel aux techniques. Et du coup, ma question, ça va être un peu ça. Une question de diagnostic. Est-ce qu'il y a un danger avec les techniques du virtuel? Est-ce qu'il faut qu'on s'en méfie? Et s'il y a un danger, c'est lequel? Bon, et comme je suis philosophe, je vais quand même faire un peu un pas en arrière, et je vais pas m'attaquer tout de suite à la description des ordinateurs, des jeux vidéo, ces choses-là. Je garde pour la fin. Et je vais faire un pas en arrière et je vais me concentrer sur un terrain un peu plus élémentaire, un peu plus philosophique, le rapport des hommes, le rapport naturel des hommes aux images. Comment on se rapporte naturellement aux images, avant de voir comment on pourrait s'y rapporter artificiellement, par des machines, par des instruments, ce genre de choses. Rapport naturel des hommes aux images. Et donc la question philosophique de départ, celle qui va nous guider à un moment, c'est ça. C'est est-ce que les images peuvent être en elles-mêmes dangereuses, toxiques? Est-ce qu'on peut être piégé dans l'imaginaire? Est-ce que ça a un sens, de dire qu'on est piégé dans l'imaginaire? Alors, 3 petits moments de mon exposé. Le premier, on va revenir un peu en arrière et on va regarder une critique très classique des images. Classique, ça veut dire XVIIe siècle. Les grands philosophes classiques, Descartes, Pascal, je sais pas, certains connaissent déjà sans doute. Et puis ensuite, on essaiera de sauver un peu l'imagination et puis on en viendra au virtuel. Donc je vous dis ça, première partie, un peu, on va travailler sur la critique classique des images. Les philosophes classiques sont intéressants parce qu'ils iraient dans le sens de toutes les angoisses dont je vous ai parlé. Ils verraient le virtuel sans doute comme quelque chose d'un peu dangereux et diabolique. Ils sont intéressants parce qu'ils ont beaucoup insisté sur ça, le danger des images. Et alors sur quoi ils s'arrêtent? Si vous voulez, ils s'arrêtent sur le fait qu'il y a toujours un peu des conflits dans notre esprit entre les pensées que nous formons, que nous dirigeons, et les pensées qui viennent malgré nous et qui s'imposent à nous. D'un côté, celles que nous formons, les concepts, les perceptions, de l'autre, les images. Les images qui s'introduisent dans le cours de nos pensées, qui insistent, qui se fixent dans notre esprit. Vous voyez, pour les philosophes classiques, les images, elles ont un pouvoir de distraction. C'est un peu comme des intruses. Elles rentrent dans nos pensées, elles font intrusion, et elles prennent une place qu'ils n'auraient pas donnée, qu'ils n'auraient pas dévolue. Essayons d'analyser ce danger des images pour les classiques. Alors je crois que la première chose qui les rend dangereuses, les images, c'est tout simplement le pouvoir qu'elles ont sur nous. Les images, elles ne sont pas neutres. Ce pas des objets calmes qu'on contemple de loin, comme un tableau ou comme une photographie. Elles ne sont pas neutres. D'abord, j'imagine que vous savez qu'il y a plein de maladies mentales qui sont des sortes de délires de l'imagination. Il y a des malades les psychiatres appellent ça des pensées voltigeantes. Ils ont des images qui leur entrent dans l'esprit et qui les empêchent de percevoir, qui affolent leur raison, des images de choses qui n'existent pas. Maladie de l'imagination. Il ne faudrait pas s'arrêter aux esprits un peu affaiblis ou aux esprits un peu malades. Les images ont du pouvoir sur n'importe quel esprit. Même l'esprit censé être le plus rationnel. C'est une pensée de Pascal. Vous connaissez Pascal, l'auteur? Oui, ça veut dire quelque chose. Pensée de Pascal qui joue à se moquer des philosophes. Et qui prend l'exemple du vertige. Je vous lis pas ça, peut-être vous connaissez, c'est très célèbre. Donc il imagine un philosophe, et dit « Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un précipice, bien que sa raison le convainque de sa sécurité, son imagination l'emportera. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer. » Vous voyez, il y a du vertige. Même le philosophe le plus rationnel au monde,
il sait que la planche est assez large, il sait qu'il n'y a aucune raison qu'il tombe, mais l'imagination l'emporte, la raison est ridiculisée, et il est effrayé à l'idée de tomber. Là, la petite fiction est intéressante, enfin pas intéressante, mais elle est prise chez Montaigne. Chez Montaigne, Montaigne s'amuse à torturer autrement le philosophe. Il ne le met pas sur une planche au-dessus du vide, il le met dans une cage suspendue à Notre-Dame, c'est l'église à Paris. Imaginons qu'on mette un philosophe dans une cage suspendue au-dessus de Notre-Dame, etc., etc. Un philosophe bon cobaye pour les expériences d'expérimentation mentale. Donc vous voyez, l'idée c'est ça. Parmi les puissances qui jouent sur notre esprit, l'imagination semble incontrôlable et capable de neutraliser les autres, la raison, les sens. Il faudrait étendre cette idée, parce que l'imagination, elle n'a pas seulement un pouvoir à l'intérieur de nous, elle en a sans doute un aussi sur nos rapports extérieurs, les uns, ou sur les rapports extérieurs que nous avons les uns avec les autres. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi dans nos rapports extérieurs. Pareil, c'est une pensée de Pascal. Qu'est-ce qui fait qu'on va accorder de l'autorité à quelqu'un? Qu'est-ce qui fait qu'on va le respecter? Est-ce que c'est parce qu'on a perçu des qualités intérieures à cette personne? Ou est-ce que c'est pas plutôt parce qu'on a projeté sur lui des qualités imaginaires? Exemple de Pascal, qu'est-ce qui fait qu'on respecte un juge? Un juge, vous savez, qui rend la justice dans un tribunal. On l'imagine d'un certain âge, vénérable, qui se tient droit, avec une robe... comment on appelle la robe du juge? Pas une toge. Hermine. Oui, une robe d'hermine, avec un maillet qui marque sa fonction sacrée, ou presque. Bon, imaginez-le maintenant, le même juge, mal habillé, qui se tient de travers, mal rasé, avec les cheveux dans tous les sens. Qu'est-ce qui resterait de son autorité et du respect qu'on lui accorde? Sans doute que... Pardon? Il reste un philosophe. Sans doute que son autorité chuterait un peu ou s'effondrerait un peu. De la même façon, est-ce qu'on peut réussir à voir, comme n'importe quel autre homme, quelqu'un qui va se comporter comme un grand seigneur, accompagné de... Bah, alors transposant aujourd'hui, accompagné de limousines, entouré de gardes du corps? Est-ce qu'on arrivera à le voir comme n'importe qui? Il faut avoir la raison bien pure, bien solide pour le regarder comme n'importe quel autre homme. On est frappé, on est impressionné. Bon, voilà l'idée. L'imagination, elle distribue aussi les statuts et les hiérarchies entre les hommes. Elle n'a pas seulement du pouvoir sur nous, elle fonde les pouvoirs entre les hommes. Petite parenthèse. Alors, cette fois, on fait un saut dans le présent. Vous savez, on critique beaucoup Internet, les réseaux sociaux, pour la raison qu'on n'y serait pas présent pour de vrai, en chair et en os. On aurait des doubles. Chacun serait là sous la forme d'une image de lui et rencontrerait les images des autres. Alors ça permettrait un jeu de tromperie, on ferait semblant, on pourrait être quelqu'un d'autre que soi-même, etc. Bon, la critique, elle tient le coup, cette critique-là, si on avait par ailleurs, en dehors d'Internet, des rapports directs et transparents les uns avec les autres. Si on pouvait des fois se débarrasser des images. Or, c'est pas si sûr, d'après ce qu'on vient de dire avec Pascal. C'est pas si sûr. Les autres, ils sont toujours un peu absents, Internet ou pas. Même quand on les connaît bien, même quand on les fréquente, il y a quelque chose qui échappe, on est toujours un peu au dehors. Et du coup, on peut se demander si, dans nos rapports avec les autres, on n'a pas toujours... C'est pas toujours des croisements d'images. On n'a pas toujours affaire à des images. Auquel cas, il n'y aurait pas de raison de dénoncer Internet parce qu'on y est sous la forme d'images. C'est naturel à la relation avec autrui qu'elle se fasse d'image à image. Donc vous voyez une critique d'Internet qui ne me paraît pas si solide que ça. Fin de la parenthèse. Je continue mon analyse des dangers de l'image. Je vous ai dit, elle est très puissante, etc. Il faut aller plus loin. Elle n'est pas seulement puissante, elle est aussi trompeuse, fausse, fourbe. Fourbe, vous voyez ce que ça veut dire? Oui, traîtresse, elle nous trahit. Elle est fourbe parce qu'elle nous donne des illusions, tout simplement. Vous voyez le rapport de l'image avec nos sens, la vue, le goût, l'odorat, le toucher. Elle joue avec eux, elle les affole, elle les suspend, elle nous fait sentir. Pensez au dégoût alimentaire. On a presque tous des dégoûts alimentaires. Il y a un truc qu'on ne peut pas supporter de voir ou de manger. Bon, ça n'a aucun rapport avec l'essence, absolument aucun rapport avec l'essence. Il y a là une image qui a dû se greffer, qui a dû s'infiltrer et qui fait que notre expérience sensible, elle est faussée. On voit la chose et on ne sait pourquoi. Elle nous évoque quelque chose de répugnant, d'insupportable. Hop, l'image perturbe, pervertit le rapport au sens. Comment on pourrait résumer la façon dont les images perturbent les sens? Peut-être deux grands principes. Soit les images, elles agrandissent, soit elles réduisent. Vous voyez, soit elles survalorisent, soit elles dévalorisent. Alors, quelques exemples. Les images survalorisent. Pensez, vous voyez, elles donnent à quelque chose qui est petit, qui n'a pas d'importance, une importance fantastique. Pensez alors à la publicité, évidemment. La publicité, c'est ça. C'est l'art de vous donner l'image de quelque chose d'inutile et sans aucun intérêt, de vous la donner de telle façon que vous trouviez la chose estimable, désirable, irrésistible, merveilleuse, etc.
Pensez à l'amour, la relation amoureuse. Alors, je sais pas si vous avez déjà connu ça, peut-être pas, tant mieux d'ailleurs, mais... Non, pas la relation amoureuse en général, attendez. Ça, j'espère, oui. Les illusions, les choses trappes de la relation amoureuse. Vous aimez quelqu'un, vous lui prêtez des qualités fantastiques, la personne la plus belle, la plus douce, la plus généreuse, la plus charmante, la plus tout ce que vous voulez. Un an après, le charme, c'est le sortilège, c'est rompu. Vous regardez, vous considérez à nouveau la personne, vous comprenez même plus comment vous avez fait pour trouver quoi que ce soit de fascinant ou de désirable. Vous voyez, l'imagination s'est effondrée. Il ne reste plus que la chose toute simple, toute nue. C'est une image toute nue. Donc, grossissement des objets, survalorisation. Et à l'inverse, bon, on s'y arrête pas, on n'a pas le temps, mais ça serait intéressant, l'imagination ou les images peuvent rabaisser les choses. C'est pour ça que dans plusieurs religions, par exemple, il est absolument interdit de représenter la divinité. Parce que ça revient à la rabaisser, à lui donner un corps, à la ramener à nos proportions, à nos dimensions et à ce genre de choses. Et là, l'image produit l'effet inverse. Elle prend quelque chose d'inimaginable et elle le ramène à notre dimension. Attendez, je trouve mon fil quand même. Oui, tout ça serait pas si grave, ces déformations, ces perturbations, ça serait pas si grave si les images n'avaient pas ce pouvoir de nous faire croire qu'elles sont réelles. Et c'est ça la critique des classiques, dont je vous parle, des philosophes classiques. Les images, elles ont le pouvoir de mélanger ce qui est et ce qui n'est pas, ce qui est apparent et ce qui est réel. Elles se donnent pour une perception. Pensez à une hallucination. Une hallucination, c'est une image, mais on la tient pour quelque chose de réel. Pensez à un mirage. Vous roulez, vous voyez de l'eau sur la route, c'est une pure image, et vous avez l'impression que c'est réel. Et c'est ça le noyau de la critique des classiques, c'est ça qu'il va falloir qu'on discute, c'est l'idée que l'image, elle se fait passer, elle se confond avec une perception, elle ressemble à une perception. Gardez ça en tête. Dernier petit point sur cette critique des images, c'est que tout irait encore bien si les images nous laissaient insatisfaits, déçus. Mais c'est pas sûr que ce soit le cas. Vous voyez, les philosophes aimeraient bien que seule la lucidité nous rende heureux. Ils aimeraient bien ça, les philosophes. Qu'au fond, il faille être lucide pour avoir un rapport serein et joyeux aux choses. Mais c'est pas si sûr. Pas si sûr que l'homme ne soit pas capable de se nourrir et de se repaître d'illusions et d'images. Alors bien sûr, le malade imaginaire de Molière, il est malheureux. Parce qu'il se torture toute la journée à s'imaginer des maladies. Mais c'est parce qu'il imagine des maladies. Imaginez, c'est une autre idée de Pascal, imaginez quelqu'un très pauvre, je sais pas, vous voyez, un clochard, triste, solitaire, qui rêve toutes les nuits qu'il est un roi. Est-ce qu'il ne serait pas aussi heureux, dit Pascal, est-ce que c'est pas aussi heureux que le type inverse, le roi, qui rêverait toutes les nuits qu'il est un clochard abandonné, démuni, etc. Vous voyez, l'imagination est forte au point qu'elle peut nous satisfaire. C'est une question qu'il faut se poser. Est-ce qu'elle n'est pas capable de faire le bonheur? Et au fond, est-ce que l'homme n'est pas capable de se nourrir totalement d'un monde imaginaire? Question qui sera importante pour parler de notre rapport aujourd'hui au monde virtuel. Alors je résume tout ça. Ce premier point, vous voyez que l'imagination est toute puissante. Elle est maîtresse, c'est une pensée des classiques, elle est maîtresse d'erreurs, de fausseté, d'illusions. Elle fait la vérité des choses, elle fait la beauté des choses, et elle fait peut-être même le bonheur de l'homme. Alors pour ces philosophes, vous voyez bien que l'imagination, c'est un peu le mal, quoi. C'est un peu le maléfice. C'est comme une sorte de puissance étrangère et ennemie qui est en nous et qui a un pouvoir incontrôlable sur nous. Malebranche, un philosophe de l'époque aussi, l'appelait l'imagination la folle du logis. La folle du logis. Le logis étant l'esprit humain. La folle du logis. Oui, qu'est-ce que je vais vous dire et bien c'est ça le premier point, voilà. Cette idée-là, parce que vous voyez, c'est l'idée d'une puissance, voilà, étrangère, indépendante, maléfique. Et du coup, conclusion très simple, si les philosophes classiques avaient connu nos techniques du virtuel, il n'y a aucun doute qu'ils les auraient condamnés en bloc. En bloc. Ils y auraient vu un moyen de développer ces pouvoirs maléfiques de l'imagination, d'augmenter ces pouvoirs maléfiques de l'imagination. Ils n'auraient eu aucune complaisance avec ces choses-là. Bon, alors évidemment, on ne va pas en rester là. On ne va pas laisser cette critique de l'imagination tout emporter. Elle diabolise les images, et elle dit absolument rien de notre pouvoir d'imaginer, de la raison pour laquelle l'homme imagine. Au fond, les classiques, ils font comme si on pouvait se passer de l'imagination. Comme si c'était un truc un peu superflu. À la limite, pour eux, la vraie vie, la vie morale, c'est celle qui aurait réussi à supprimer les images, à désimaginer les choses. En vrai, c'est une perspective très radicale, mais il n'y a pas de place pour l'imagination là-dedans du tout. Il faut qu'on renverse un peu le point de vue, et qu'on essaye de remettre l'imagination à sa place dans la vie humaine, et dans la vie de l'esprit humain. Il faut qu'on se demande qu'est-ce qui fait que la conscience humaine peut imaginer? Qu'est-ce qu'il faut que notre conscience ou notre esprit soit
pour qu'il soit un esprit capable d'imaginer. Et donc il faut comprendre le sens des images. On ne peut pas se contenter de ce qu'on a dit, une sorte de parasite qui vient, double des choses, qui nous perturbe. Non, il faut retrouver le sens des images. Alors première étape, et donc là cette fois je vais plutôt utiliser des philosophes plus récents, vous voyez, 20e siècle, Sartre principalement. Sartre, ça vous dit quelque chose? Oui, Pascal, Sartre, ça vous dit quelque chose? Il faut qu'on reparte de la comparaison imaginer-percevoir. J'imagine, je perçois. Une image, une perception. Parce que c'est là-dessus que tout se joue. Classiques disent c'est la même chose. Ça se confond. À la limite, pour eux, une image très intense et une perception très faible, on les confondrait. On n'arriverait même pas à les distinguer. Bon, bah ça, c'est pas sûr du tout. Revenons à ce que c'est qu'imaginer, à ce que c'est que percevoir. Je perçois un ami juste ici, là devant moi. Il est là, je vois son corps, je peux l'entendre parler, je peux le voir bouger, et il est là avec le sens de quelqu'un qui est là, en réalité, hors de moi. Imaginons maintenant que je l'imagine. J'imagine le même ami, de la même façon je le vois. Je peux le faire parler, je peux le faire bouger, je peux le faire tourner sur lui-même, je peux le voir de profil, de trois quarts, etc. Je peux imaginer même qu'il a une place de l'espace, imaginaire. Bon, le contenu c'est le même. Percevoir, imaginer, c'est le même contenu. Mais est-ce que ça a le même sens? Non, ça n'a pas le même sens. Pas du tout. Parce que quand je l'imagine, je sais très bien, j'ai une très claire conscience qu'il n'est pas là. Mon imagination de cet ami, elle est liée à la conscience qu'il est absent. Et c'est ça le sens de l'image. Toute conscience d'une image, c'est conscience d'un certain néant, d'une certaine absence de ce dont j'ai l'image. Suivez là? Oui. Du coup, conclusion très élémentaire, la conscience, la nôtre, naturellement et spontanément, elle ne confond pas les images et les perceptions. Non, elle sait très bien quoi la faire. Dans un cas, elle perçoit une chose en tant que réelle, en tant qu'existante. Dans l'autre, elle perçoit une chose en tant que absente ou carrément inexistante. Soit j'imagine un ami qui n'est pas là mais qui est à Berlin, soit j'imagine carrément un être qui n'existe pas, vous voyez, un monstre, ce que vous voulez. Donc on a une claire conscience de cette distinction. Je continue la comparaison. Je perçois la table là. Bon, elle est là, pas de problème, je sais que j'ai affaire à une chose réelle. Maintenant, si d'un seul coup, je forme l'image de, je sais pas, un vampire. Je forme l'image d'un vampire juste à côté. Bon, immédiatement, la table, elle sort de la scène et la perception disparaît. Les deux se font pour en même temps. Je ne vais pas imaginer à la fois la table et le vampire à côté. Dès que j'imagine le vampire, le monde de la perception, il s'est mis entre parenthèses. Deuxième conclusion, l'imagination et la perception, elles ne sont pas complémentaires, elles ne sont pas en même temps, c'est l'un ou l'autre. Quand on imagine le monde de la perception, il a disparu. Quand on perçoit le monde de l'imagination, il a disparu. Autrement dit, les images, c'est pas des petites choses qu'on a dans l'esprit, c'est pas des copies des choses qui nous restent dans la tête. Les images, ça vient d'abord d'un acte de la conscience. C'est nous qui imaginons, c'est nous qui faisons cet acte. Et pourquoi on le fait? Ben, ça on va creuser, mais on le fait parce qu'on veut rentrer dans quelque chose d'irréel, on cherche l'irréel, on se rapporte à des choses qui ne sont pas là. Poursuivons encore un peu cette comparaison perception-imagination, parce que tout est là. Je perçois la feuille qui est là. Je peux ensuite creuser ma perception, la détailler. Il y a un bord qui est corné, il y a une tache, c'est écrit tout petit, etc., etc., etc. Le monde de la perception, il est très très riche, il est inépuisable. D'ailleurs, dès que je perçois, je sais qu'il y a toujours infiniment plus de choses que ce que je suis en train de percevoir. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le monde de la perception, il faut l'explorer, il faut marcher, il faut aller voir, il faut faire le tour des choses, il faut les soulever, etc., etc. C'est un monde infiniment riche. Et c'est pour ça aussi qu'il réserve des surprises, des nouveautés, de l'inattendu, des déceptions, tout ce que vous voulez. Avec l'image et le monde des images, est-ce que c'est vrai? Non, je crois pas. Au contraire, le monde des images, il est très très pauvre. Il est extrêmement pauvre. J'imagine maintenant un livre. J'imagine un livre avec des lignes. Bon, je peux voir le livre, je peux voir les lignes. Mais les lignes, je les lis pas. Et d'ailleurs, j'ai aucun besoin de les lire parce que je sais déjà ce qui est écrit. Jamais je vais imaginer un livre et les lignes qu'il y a dedans et en lisant découvrir des choses que je ne savais pas. Non. Tout est déjà là, tout est donné d'un coup avec les images. Pourquoi tout est donné d'un coup? Parce qu'au fond, l'image, c'est nous qui la créons entièrement. C'est nous qui la créons entièrement. C'est le résultat d'un acte de création qui donne tout d'un seul coup. Dans le monde des images, je ne trouverai jamais rien d'autre que ce que j'ai mis, et au fond, il n'y a rien de surprenant qui puisse arriver. Il n'y a pas de surprise dans le monde des images. C'est nous qui le faisons de A à Z et c'est nous qui le portons. Bon, alors, ça pose un gros problème, ce que je viens d'essayer de défendre un peu. Il y a une grosse objection qui vient. Si c'est nous qui créons les images, comment ça se fait que les images peuvent nous hanter, peuvent nous obséder, peuvent rester dans notre tête malgré nous? Si c'est nous qui créons les images, d'où vient leur indépendance, leur force, ce genre de choses? D'où ça peut venir? Est-ce qu'on peut expliquer avec mes principes, là,
le pouvoir des images sur nous. Donc mes principes, c'est pas de confusion entre l'imagination et la perception. Quand on imagine, on sait très bien qu'on imagine. Et l'imagination, c'est un acte. C'est un acte qu'on fait, créatif. Est-ce qu'on peut expliquer donc les images obsédantes, les images insistantes? Alors on va prendre deux petites expériences. Il faut qu'on arrive à les expliquer avec mes principes. Deux expériences dans lesquelles on a l'impression qu'on est fasciné par des images. Première expérience qu'on peut prendre, la rêverie. Alors pas rêver, hein, pas le rêve de la nuit, mais la rêverie. Vous savez, j'imagine que vous connaissez la rêverie. Mes élèves en France sont spécialistes de la rêverie. C'est artistes de la rêverie même. C'est, vous laissez le flux de vos pensées un peu s'emporter, devenir un peu liquide, un peu confus, et puis vous laissez des images s'imposer à vous. La rêverie. Bon, est-ce qu'on peut dire que dans la rêverie, on est emporté par des images? Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce que c'est la bonne explication? On est emporté par des images. Prenons des cas un peu de patients, de malades psychiatriques. On prendra après des cas plus communs, mais psychiatre du début du XXe siècle, Janet, un Français, bon, qui a beaucoup étudié ce genre de choses, les rêveurs malades, des gens qui ont des rêveries, mais puissantes et incontrôlables. Et donc il parle d'un patient, ou une patiente plutôt, qui tous les soirs, quand elle est chez elle, s'installe au coin du feu, quand la lumière commence à tomber, et elle voit, enfin elle dit pas qu'elle voit d'ailleurs, elle dit qu'elle reçoit la visite d'animaux de toutes sortes. Vous voyez, elle rêvasse et elle voit des singes, des lions, des chats, des chiens, etc. qui lui apparaissent. Bon, là on a l'impression quand même que les images s'imposent, c'est pas elle qui les crée. Vous voyez, les images lui sautent à l'esprit. Sauf que quand on lit un peu le récit des discussions entre le médecin et la malade, on se rend compte que tout n'est pas si simple. D'abord, jamais elle ne prend ces images pour la réalité. Elle sait au fond, elle est sereine. Vous voyez, quand elle est devant ses apparitions, elle reste sereine. Elle n'est pas affolée comme si un vrai lion lui sautait dessus. Donc elle sait très bien que, au fond, ces images sont en partie des illusions. D'abord, elle ne les prend pas pour la réalité. Ensuite, deuxième observation, ces apparitions n'apparaissent pas n'importe quand. Elles lui viennent quand elle est détendue, le soir, quand l'ombre commence à descendre, quand la vision est plus calme, ce genre de choses. Autrement dit, vous voyez, on dirait bien que, d'une certaine manière, la malade en question, c'est elle qui se laisse emporter par les images. Elle met sereinement sa conscience hors jeu, et puis elle se met en position un peu d'assister comme ça à des choses qui la sortent du quotidien. Vous voyez que là, on dirait qu'il y a une sorte de complicité, c'est quand même elle qui laisse venir ces images. Pensez... Non, je ne veux pas l'ajouter. Alors cette histoire de rêverie, vous voyez, on a envie de dire quand même que plutôt que les images nous emportent, c'est nous qui nous laissons emporter par les images. De la même façon, quand vous regardez des nuages, vous savez que vous voyez apparaître, vous voyez des visages peu à peu, des formes, vous regardez les flammes dans la cheminée, vous commencez à voir des personnages, des animaux, ce genre de choses. Ça se produit toujours dans des moments particuliers, des moments de détente, des moments où on est sur le dos, on est relâché, on laisse nos yeux courir par-ci par-là. C'est pas des images qui nous sautent au visage dans un moment où on est concentré, affairé, actif, non. On se met en état de fascination, voilà, on se met en état de fascination. Deuxième expérience, est-ce qu'on peut l'expliquer avec mes principes? L'obsession, une image qui obsède. Une image qui obsède. Pareil, il y a des maladies de toutes sortes qui sont liées à ça. Le même psychiatre, il raconte l'histoire d'un malade qui voit régulièrement lui apparaître une scène de meurtre. Et il ne peut pas s'empêcher de voir une scène de meurtre, un couteau qui s'enfonce dans quelqu'un, le sang qui coule, la personne qui tombe, etc. Et non seulement il voit la scène, mais même ça le rend malade. Ça lui provoque des vomissements, ça peut le faire tomber dans les pommes, et ce genre de choses. Bon, là, pareil, on a envie de conclure, les images ont un pouvoir sur nous, elles peuvent nous rendre malades, elles peuvent provoquer des causes mécaniques, comme à la limite, comme vous mangez un mauvais aliment, vous tombez malade. Sauf que si nos principes sont bons, l'image elle est irréelle. Elle n'a aucun pouvoir de nous toucher, elle n'a aucun pouvoir de provoquer des effets mécaniques sur nous. Qu'est-ce qui peut se passer dans une obsession? La seule chose qu'on est, c'est une personne qui crée des images. Il faut qu'on réussisse à expliquer l'obsession par ça, une personne qui crée des images. Il faut que l'obsession, ça soit une façon de penser, une conscience, pas un truc qui bloque l'esprit comme un calcul dans le foie, quelque chose comme ça. Non, il faut que ce soit une forme de conscience. Qu'est-ce que remarque le psychiatre quand il discute avec sa patiente, de nouveau? Eh bien, il remarque que, en fait, les obsessions de ce patient qui voit une scène de meurtre, elles sont toujours liées à l'interdit que le patient il s'est formé à propos de ses obsessions. Vous voyez? Il est lui-même obsédé par l'interdiction de voir cette scène. C'est comme si c'était sa conscience qui se piégeait elle-même. C'est comme si il se disait tellement qu'il ne doit pas penser à cette chose qu'il y pense. Vous voyez, alors des moments il est calme, il se dit bon, oh là là, qu'est-ce que je suis calme? Oh là là, mais pourquoi je suis si calme? Oh là là, j'ai oublié quelque chose. Oh là là, et hop, la scène revient et l'obsession recommence. Et on voit c'est ça sans doute la clé de l'obsession. De même qu'on peut
s'obséder soi-même par, je sais pas moi, une idée fixe, par un agacement. Vous savez, des fois on est agacé par quelqu'un, agacé, agacé, agacé. Mais en un sens on est complice, c'est nous-mêmes qui nous agaçons. On est, ou des fois on a une petite musique, quelqu'un nous met une chanson dans la tête et on l'a toute la journée, on n'arrive plus à s'en sortir. Elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Bon, je crois que l'obsession ça peut s'expliquer un peu comme ça. C'est un peu la conscience qui se laisse piéger, hypnotiser par elle-même. De même que voilà, il suffit des fois de penser qu'on ne veut pas penser à un truc pour le faire venir. Oui, je ne vais pas penser à ça, je ne vais pas penser à ça. Et voilà, vous y pensez. Alors, essayons de conclure un peu là-dessus. La conclusion importante qui va nous amener vers la fin, c'est que, au fond, les images, elles n'ont pas de force et de pouvoir par elles-mêmes. Elles dépendent de notre esprit qui imagine. Et tout se tient là. Elles dépendent de notre conscience imageante, si vous me permettez le mot. Alors il faut qu'on analyse ça, l'acte d'imaginer. Laissons tomber les images, c'est pas le problème, les classiques se sont trompés, elles n'ont pas de pouvoir. Il faut qu'on analyse plutôt l'acte d'imaginer. Qu'est-ce que fait l'homme quand il imagine, comment il imagine, pourquoi il imagine. Alors d'abord, comment il est possible d'imaginer? Qu'est-ce qu'il faut être pour pouvoir imaginer? Alors imaginer, on a dit c'était quoi? C'était poser une chose comme absente, comme inexistante. Donc l'acte d'imaginer, c'est d'abord un acte de nier. Vous voyez quelque chose, mais en même temps, vous vous dites, cette chose que je vois n'est pas là, ou n'existe pas. Autrement dit, l'acte d'imaginer, ça consiste à détacher quelque chose de la réalité. Ça consiste à s'affranchir de la réalité. Autrement dit encore, on peut penser que l'acte d'imaginer suppose tout simplement une forme de liberté. Une forme de liberté de la conscience humaine, qui peut se décrocher, se dissocier de la réalité. Et du coup, c'est une erreur, c'est une bêtise de penser qu'il a fallu les techniques du virtuel pour que l'homme commence à sortir du présent et à s'arracher à la situation où il est ici et maintenant. Non, c'est un pouvoir naturel et essentiel de l'esprit humain, ça, se décrocher de l'ici et maintenant. Absolument essentiel. C'est pas arrivé avec les techniques du virtuel, ça c'est une ânerie. Au fond, le propre de la conscience, ça pourrait être ça, c'est de pouvoir se décrocher du réel et de s'en absenter. Et c'est ça, imaginer. Alors pourquoi? Pourquoi on imagine maintenant? On sait un peu plus comment, c'est une affaire de liberté. Pourquoi on imagine? Est-ce que ça peut être pour trouver une réalité plus riche, plus satisfaisante, plus réconfortante, et ce genre de choses? C'est aussi ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui. Vous voyez, je sais pas, tout le monde est affolé parce qu'il y a des adultes qui continuent à jouer aux jeux vidéo, qui ont 35 ans, 40 ans, et donc on dit, on les appelle même les adolescents, ce genre de choses, les adolescents perpétuels, quoi. Et donc on dit c'est une fuite du monde adulte, c'est pour s'enfuir dans une réalité plus rassurante, satisfaisante. Non, ça tient pas la route. Qu'est-ce qu'on a dit? Le monde des images, il est pauvre, il est pas riche, il est terne, il est tout saccadé, il est tout discontinu, il est absolument pas satisfaisant. C'est une erreur de croire, par exemple, que les malades de l'imagination, les schizophrènes, les schizophrènes, ils ont une maladie de l'imagination très forte. Ils s'imaginent ici ou là, ils s'imaginent ceci ou cela, telle personne, bon. Et on s'imagine, nous, que leur monde imaginaire est très riche, un torrent d'images plein d'éclats qui compenserait la réalité. Complètement faux. Le monde imaginaire des schizophrènes, il est très pauvre, très rituel, toujours la même chose, très méticuleux, très répétitif. Il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien d'inattendu dans ce monde-là. Alors, j'en reviens à ma question, pourquoi on imagine? Vous vous rappelez tout à l'heure, on a dit avec Pascal, l'homme qui rêverait toutes les nuits qu'il est un roi serait sans doute aussi heureux que celui qui rêve... Non, celui qui est roi et qui rêve toutes les nuits qu'il est un pauvre, qu'il est abandonné, etc. Non, je crois que c'est une erreur. Je crois que c'est une erreur. Les désirs humains, ils ne peuvent pas se satisfaire du monde des images. Au contraire même, quand vous essayez de satisfaire un désir par l'imagination, ça le rend encore plus cuisant. Je sais pas, vous attendez un ami qui doit venir, ou une amie, vous l'avez depuis longtemps et vous êtes pressé, vous imaginez sa venue, vous l'imaginez déjà là. Au début, ça fait un peu plaisir, mais très vite, c'est le contraire, ça exaspère. Il n'est pas encore là, ça rend encore plus cuisante son absence. Donc je ne crois pas que l'imagination puisse combler les désirs. Non. Et celui qui rêve la nuit qu'il est un roi, eh ben, à mon avis, il ne voudrait peut-être pas être un roi effectivement dans la réalité. Non, il veut le rêver, mais il ne veut pas l'être dans la réalité. Ce qu'il veut, c'est l'être en imagination, justement en dehors des contraintes de la réalité, en dehors des astreintes de la réalité. Donc c'est pas pour ça qu'on imagine, c'est pas pour accomplir nos désirs. Je crois que c'est au fond plus radical et plus large. C'est pas pour compenser la réalité, c'est pas pour réaliser quelque chose. Si on imagine, c'est d'abord pour sortir du rapport au monde. C'est pour mettre fin à l'exigence de la réalité, mettre fin à l'exigence de devoir se soumettre aux choses, de devoir faire des actions qui ont des conséquences, de devoir tenir compte des autres comme des obstacles, de devoir tenir compte des possibilités. C'est ça qu'on veut en imagination. On veut sortir de notre condition d'être dans le monde. On veut sortir de l'exigence de la réalité. Bon, voilà pour le deuxième point. Alors maintenant,
on est peut-être en meilleure position pour revenir un peu à notre actualité, aux images, au virtuel et à toutes les angoisses qui leur sont liées. D'abord, ce qu'on peut établir, et c'est quand même très important, c'est qu'on peut innocenter les images. Il n'y a pas de maléfice propre aux images, ça c'est une fausse peur, une fausse angoisse. Les images n'ont pas le pouvoir de forcer notre adhésion, de nous faire croire qu'elles sont réelles. Non, ça c'est pas le problème. Et du coup, cette pensée-là, cette idée-là, qu'à force d'être dans les images et le virtuel, on confondrait et on essaierait de transposer dans la réalité, cette pensée-là, elle me paraît complètement magique. Aussi magique que la pensée des certains peuples, vous savez, qui veulent pas qu'on les photographie. Vous savez pourquoi? Alors, je crois les aborigènes, je sais plus après. Les aborigènes, c'est sûr, les Australiens. Ils veulent pas qu'on les photographie, vous savez pourquoi? Oui. Parce que ça leur prenne leur âme. Voilà, ils ont peur qu'on leur vole leur âme. Ils ont peur qu'on leur vole leur âme. Comme si l'imagination avait un pouvoir de capture de la réalité. Moi, je crois que ça c'est aussi magique que de croire qu'à force de jouer aux jeux vidéo, on pourrait sortir dans la rue et tuer des individus qu'on ne connaît pas. Attention, il est évident qu'il y a des fois coïncidence entre deux activités. Un adolescent qui a beaucoup joué aux jeux vidéo va à un autre moment de sa vie trouver une arme et tuer des gens. Mais c'est pas parce qu'il y a coïncidence qu'il y a causalité. C'est pas parce qu'il a joué aux jeux vidéo qu'il descend dans la rue pour tuer des gens. Là, je crois que c'est là qu'il y a une erreur complète. Erreur complète. On va y revenir peu à peu. Mais donc voilà, pas de pouvoir magique des images, pas de pouvoir de nous ensorceler. L'image, elle est innocente, elle est nonchalante, elle dépend de ce qu'on en fait. Elle dépend du sens qu'on lui donne. Rappelez-vous, la rêverie, l'obsession, c'est nous qui nous laissons obséder, c'est nous qui nous laissons rêvasser. D'ailleurs, petite parenthèse, faire des parenthèses, ouais. Aujourd'hui, je crois pas tellement, enfin c'est surtout mes élèves qui me le disent souvent, mais je crois pas tellement qu'on soit fasciné par les images des informations, les images des médias. J'ai pas l'impression qu'on y croit tous. Au contraire, on a tous un peu conscience que tout ça est souvent retouché, arrangé. J'ai l'impression plutôt que les images aujourd'hui, elles nous rendent plus suspects, on est plus suspicieux que dans l'adhésion totale. Je sais pas vous, mais dans mes élèves, ils y croient pas spécialement, non? Ils sont pas en train de gober les images en pensant c'est la réalité, c'est la réalité. Non, ça marche plus comme ça. Alors on laisse les images de côté. Et venons-en à cette chose qui fascine et qui terrifie aujourd'hui, qu'on appelle le virtuel. Le virtuel. D'abord, il faut quand même prendre en compte que c'est un peu une notion fourre-tout. On s'en sert pour désigner tout et n'importe quoi. On parle de bureau de vote virtuel, agence de mariage virtuel, je sais pas quoi encore. Quoi, on parle de quoi virtuel? Bureau virtuel pour une entreprise, voilà, les entreprises ont des bureaux virtuels. Bon, qu'est-ce que c'est là le virtuel? Un bureau virtuel, c'est une entreprise dans laquelle les ouvriers ou salariés plutôt vont travailler chez eux, sans être contraints par le lieu et les horaires d'un bureau. Voilà, ils vont faire les mêmes opérations réellement que dans un bureau, sauf qu'ils vont les faire sans les mêmes limites spatiales et temporelles. C'est ça qu'on appelle un bureau virtuel. Bon, là, il n'y a rien de virtuel, c'est juste une commodité. Au fond, ça consiste à supprimer un certain nombre de limitations liées à la position et liées au temps, c'est tout. Il n'y a absolument rien de virtuel dans cette idée-là. Il faut donc qu'on ait une idée un peu plus stricte, un peu plus précise du virtuel, si on veut mettre la main dessus et si on veut savoir s'il est dangereux et comment. Alors, au sens propre, le virtuel, il est lié à la grande révolution scientifique de l'informatique. Il est indissociable de ça, déjà. Et le virtuel, c'est quoi? C'est un ensemble d'images de synthèse fabriquées par un ordinateur. C'est des possibilités, c'est un réservoir de possibilités imaginaires produites par l'informatique. C'est ça. Oui, voilà, exemple, très simple, pour le figurer sous nos yeux. Il n'y a pas très longtemps encore, si vous vouliez tester un nouvel avion, pour savoir s'il va tenir le coup, comment il va résister à la pression de l'air, comment il résistera aux intempéries, vous faisiez quoi? Vous construisiez une soufflerie, vous construisiez une maquette de l'avion, et vous le testiez concrètement dans la soufflerie. Alors, en mettant du vent artificiel, en mettant des secousses artificielles et tout ce que vous pouvez imaginer. À ce moment-là, on a affaire à un modèle réduit du réel. On fait un véritable avion dans un véritable espace, et c'est un modèle réduit du réel. Avec le virtuel, tout ça change complètement. Plus besoin de soufflerie, plus besoin de maquettes. On se contente d'ordinateurs, de calculs et de diagrammes. Et on fait toutes les expériences sur un avion virtuel en simulant informatiquement les effets que pourrait produire sur l'avion virtuel, l'environnement, les secousses, etc. Et donc vous voyez que là, c'est plus un modèle réduit du réel. C'est une modélisation entièrement imaginaire. Entièrement imaginaire. Si le virtuel, ça veut dire ça, il n'y a absolument rien d'inquiétant. Vous voyez bien, rien d'inquiétant. C'est même plutôt exaltant. Ça veut dire que l'esprit humain, aidé par les machines et les ordinateurs, développe des possibilités de calcul absolument inouïes, qui peuvent permettre de prévoir l'évolution des climats, prévoir l'évolution... bon, la météo... laissons, là, le virtuel a des petits hoquets parfois, mais...
En tout cas, là, il n'y a rien d'inquiétant du tout. Et on pourrait dire même que c'est plutôt un gain pour la connaissance et la science. Au fond, le virtuel, ainsi entendu, c'est le pouvoir de fiction de l'esprit humain, aidé par les machines, qui rend possible la science et la connaissance. Voilà, c'est ça qui se produit. Le problème, c'est que le virtuel, il ne sert pas seulement aujourd'hui à donner des connaissances objectives sur la nature. Il est aussi de plus en plus branché sur les sujets, de plus en plus branché sur nous. Et c'est quand même là qu'est tout le nœud de l'affaire. Quel effet ça peut produire sur des sujets, sur nous, d'être connecté à un ensemble, un flux d'images virtuelles? Est-ce que ça produit des effets et lesquels? Deux petites remarques. D'abord, les images virtuelles, elles n'ont plus la même nature que les images d'autrefois, je puis dire. Il faudrait distinguer les images numériques et les images analogiques. Une photographie, un reflet dans le miroir, c'est des images analogiques. Ça veut dire qu'il y a un objet réel et on transpose point par point pour le reproduire, l'objet réel. C'est à quelle heure vous devez partir les secondes? L'image numérique, c'est pas du tout pareil. Elle n'a pas besoin forcément de modèle dans la réalité, l'image numérique. Elle est liée à une construction informatique. C'est une ligne de 0 et de 1. Vous voyez, on ne reproduit pas quelque chose qu'il y avait dehors. C'est une ligne de 0 et de 1. Du coup, l'image virtuelle, c'est pas une reproduction d'une réalité qui existait déjà, c'est une simulation d'une réalité complètement nouvelle. Complètement nouvelle. Et donc l'image virtuelle, on n'est plus dans l'ordre de la ressemblance, du portrait, on est dans l'ordre de la simulation et de la création. C'est pour ça que tout est possible, absolument tout est possible dans le virtuel. Première remarque, on va l'utiliser après. Deuxième remarque, ça c'est très important. La deuxième remarque, c'est que le virtuel se branche de plus en plus sur nos corps. Et en passe de le faire. Vous voyez, au départ, le virtuel, il avait un rapport assez pauvre à nos corps. Pas encore aujourd'hui. Au fond, le virtuel, c'est le sujet virtuel, pardon. C'est un œil qui regarde un écran et qui a deux tentacules. Enfin, s'il tape avec deux doigts, peut-être qu'il tape avec plus de deux doigts, mais sur un clavier. Un œil avec quelques doigts. C'est ça le sujet virtuel. À ce moment-là, ça paraît assez pauvre. Si vous comparez avec le rêve nocturne, c'est très pauvre. Le rêve, il mobilise, il peut mobiliser tous les sens. La vue, le toucher, l'ouïe, etc. Le rêve, il est dynamique, il est actif, il a son espace, il a son temps. Par rapport au rêve, le virtuel, à ce moment-là, est très pauvre. Seulement, là, il y a un cap technique qui a été franchi, et qui va l'être de plus en plus, c'est que désormais, le virtuel, il mobilise beaucoup plus nos corps. Alors, comment il mobilise nos corps? Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on ait beaucoup plus l'impression d'être lié à cette réalité virtuelle? On utilise quoi maintenant? Ça, je trouve que vous savez presque mieux que moi, j'imagine. On utilise par exemple des casques et des capteurs qui vont analyser, c'est l'ordinateur qui va analyser à tout moment la direction de vos yeux, les gestes que vous allez faire, et qui vont connecter ce que votre corps est en train de faire avec ce qui se passe dans le monde virtuel. Vous voyez? Autrement dit, vous êtes branché, vous bougez les yeux, et le monde virtuel, il évolue en conséquence. Il se déplace en conséquence, il se découvre en conséquence. Vous avancez physiquement avec votre corps réel, et dans le monde virtuel, le décor avance, vous rencontrez quelqu'un qui n'était pas encore là, etc., etc., etc. Qu'est-ce qui se passe alors? Eh bien, il se passe qu'il y a une sorte de... pardon, d'ailleurs, ça c'est sans limite. Hein. Pour l'instant, c'est surtout des casques pour la vision, mais on a déjà inventé des gants, par exemple, des gants qui font que vous pouvez saisir des choses dans le monde virtuel. Et avec des dispositifs on appelle ça de retour d'effort, en fonction du geste que vous faites et de ce que vous touchez, vous sentirez la texture, vous sentirez le poids des choses, vous sentirez la résistance des choses, etc., etc., etc. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que notre corps et le monde virtuel sont de plus en plus synthétisés, hybridés, branchés l'un sur l'autre, rendus indissociables l'un de l'autre. Et là, il y a une dimension absolument nouvelle. C'est plus du tout la situation dans laquelle on est quand on est devant un spectacle comme le cinéma ou ce genre de choses. Parce que justement, c'est un spectacle. Dans le cas du virtuel, le corps, il est plus spectateur. Il est complètement opérateur. Il est acteur. Qu'est-ce qui se passe? Dans un jeu vidéo, l'image d'un jeu vidéo, elle n'est pas faite pour être regardée. Non, c'est un ensemble d'éléments qui appellent à l'action. Une chose sur laquelle il faut presser, une chose sur laquelle il faut tirer, une trappe qu'il faut ouvrir, etc., etc. Il s'agit là d'un tout autre rapport à l'image. L'image, là, elle ne sert plus à nous raconter une histoire, à nous donner des émotions. Elle nous appelle à l'action. Elle appelle à un sujet qui explore, qui arpente, qui découvre, qui agit, etc., etc. Autre avancée incroyable avec le virtuel, c'est qu'on n'a plus affaire, comme on le disait tout à l'heure, à des images pauvres et détachées les unes des autres. Dans un monde virtuel, comme un jeu vidéo, il y a un ordre véritable, il y a un espace, il y a un temps, il y a des relations entre les choses. Si vous faites ça, ça produit ça, si vous faites ça, ça produit ça. Dans un jeu vidéo virtuel,
quand le joueur va dormir, le jeu continue. C'est pas un jeu de stratégie. Vous savez, vous construisez une ville, vous devez la faire exister par rapport à d'autres. Vous jouez un peu, vous allez dormir. Le lendemain matin, vous vous réveillez, le monde il a évolué. Quelqu'un d'autre a construit quelque chose, un immeuble s'est effondré. Et donc là, vous voyez, c'est plus du tout l'imaginaire naturel de l'homme. Ça prend la forme d'un monde. Il y a un ordre, ça existe sans vous. Le virtuel transforme réellement... Oui, je veux bien, merci. Transforme réellement l'imaginaire en quelque chose qui est de l'ordre d'un monde. Alors résumons ça, et on finira par essayer de dire où peut être le danger et où il n'est pas. C'est aussi important à mon avis. Vous savez, philosophie, c'est aussi savoir où sont les fausses peurs et où sont les fausses angoisses. Ce qui se passe avec le virtuel qu'on vient de décrire, c'est un nouveau régime de rapport à l'image. Nouveau régime de rapport à l'image. On n'est plus placé devant l'image, on est immergé dans un monde d'image. On est engagé dans un monde d'image. Et ça, c'est assez important. Vous pouvez imaginer là, mais peut-être vous le connaissez mieux que moi, que ça ouvre des expériences totalement nouvelles. Totalement nouvelles. On peut se faire être, on pourra se faire être absolument ce qu'on veut. Alors c'est virtuel, mais c'est quand même en étant actif, c'est pas juste un spectacle. Vous pouvez prendre le point de vue d'un missile qui part et qui tombe sur un champ de bataille. Vous pouvez vous incarner dans le corps d'une danseuse, avec un casque et des gants et tout le matériel virtuel. Vous pouvez vous placer, je sais pas moi, dans la gueule d'un lion, etc., etc. On peut imaginer des expériences de l'espace et du temps qui seraient absolument incroyables. On peut exister dans un monde, c'est virtuel, mais le corps est impliqué, donc c'est pas un spectacle. Vous y bougez, vous y agissez. Dans un monde dans lequel il y aurait plus de dimensions que dans l'autre, ou moins, ou dans lequel les dimensions changent. On peut imaginer un jeu virtuel dans lequel... Est-ce que c'est encore un jeu? C'est une expérience, c'est plus qu'un jeu. Dans lequel on pourrait changer d'échelle à tout moment. Vous êtes sur le sol, vous bougez, vous vous éloignez de la Terre, vous sortez du cosmos, vous regardez la galaxie dans son ensemble, vous redescendez dans l'infiniment petit, etc., etc., etc. Imaginez le lot d'expériences assez fascinantes que ça pourrait ouvrir. C'est pour ça que le virtuel rend un peu ivre. Il y a une ivresse du virtuel. C'est normal. Une ivresse du possible. Dès tout est possible. C'est un peu comme... il y a une vieille fiction métaphysique, Leibniz, auteur du 17e encore, qui concevait la création du monde comme un calcul. Dieu a calculé les possibilités, puis quand il a trouvé les meilleures, hop, il a fait un monde. Deus calculat fit mundus. Dieu a calculé, il a fait un monde. Ben, c'est un peu ça l'ivresse du virtuel aujourd'hui. Un peu une ivresse de toute puissance. Comme si nos calculs informatiques, nos calculateurs informatiques, ils pouvaient produire toutes les existences. Un truc comme ça. Le code informatique qui produit l'existence. Alors il faut prendre... J'y suis presque. Ouais. Il faut prendre quand même les mondes virtuels au sérieux. Ça, c'est la première conclusion. Il ne s'agit pas de gadgets pour des adolescents solitaires. Il ne s'agit pas juste de tests pour les pilotes de ligne ou les pilotes de chasse. Non. On peut imaginer que les casques de visualisation virtuelle vont se répandre très prochainement et très vite, et qu'on s'en servira pour faire des courses virtuelles, pour des apprentissages, pourquoi pas, pour des expériences de l'espace et du temps, pour des expériences artistiques et tout ce que vous pouvez imaginer. Alors de ce point de vue-là, il n'y a pas de danger. C'est plutôt quand même un enrichissement, c'est une ouverture assez incroyable. Alors il est où le danger? Il est où le danger? On dit le virtuel nous fait oublier la réalité. Bon. Et depuis le début, je dis que c'est un peu trop vague. C'est pas ça le problème. C'est pas qu'il nous fait oublier la réalité. Tous les dispositifs culturels, toutes les techniques culturelles, le livre, le cinéma, ils nous font en un sens sortir de la réalité. Tous, ils nous mettent dans un état de recul, de retrait par rapport à la vie courante. C'est même le sens, peut-être, de la culture. Donc ça, c'est pas propre au virtuel. Ce qui est propre au virtuel, c'est qu'il mobilise tout le corps et qui nous engage totalement dans un monde imaginaire. Et du coup, cette fois, il se rapproche plus du rêve, le virtuel d'aujourd'hui. Il ressemble au rêve. Parce que qu'est-ce qui se passe dans le rêve? Pourquoi le rêve est si fort sur nous? Est-ce que c'est parce qu'on prend ce qu'on rêve pour la réalité? Est-ce que c'est parce qu'on confond ce qu'on rêve avec la réalité? Non, je crois pas. On croit au rêve, bien sûr, c'est pour ça que c'est fort, mais on y croit comme à des images. Quand vous lisez un roman policier, un roman d'ailleurs, vous allez croire à ce qu'on vous raconte, mais vous n'allez pas croire que ça existe en dehors du roman. Ça n'a rien à voir. Vous allez croire comme à des images. Bon, et bien qu'est-ce qui se passe dans le rêve? C'est pas qu'on prend l'imaginaire pour la réalité, c'est au contraire qu'on a perdu tout rapport avec la réalité. On est enfermé dans l'imaginaire. Et la conscience qui rêve, c'est une conscience qui a perdu la fonction du réel. C'est pas qu'elle confond l'imaginaire et le réel, c'est qu'elle a perdu la fonction du réel. D'ailleurs, si vous entendez un bruit, un craquement, un son pendant que vous rêvez, et que vous le percevez comme un craquement réel, un truc qui existe hors de vous, il se passe quoi? Vous vous réveillez immédiatement, le rêve est fini. Donc dans le rêve, la conscience est entièrement imaginaire, elle ne fait que ça, elle n'a pas d'idée de la réalité. C'est pour ça que c'est si prenant et si charmant, si fascinant. Bon, avec le virtuel, c'est un peu pareil. C'est un peu comme... Le rêve et le virtuel, c'est un peu deux imaginaires clos, qui se ferment sur eux-mêmes, où la conscience
plus du tout de rapport avec la réalité. Alors, où est le danger? Une dernière fois, et cette fois on va essayer de le dire, il n'est pas dans la confusion, dans le mélange de l'imaginaire et réalité, je n'y crois pas du tout. L'imaginaire a un sens propre, et quand on se rapporte à des images, c'est pour une expérience propre, et avec une conscience propre de le faire. Le problème, c'est que le virtuel, c'est un irréel qui prend la forme d'un monde dans lequel on pourrait habiter, dans lequel on croit qu'on pourrait s'installer. Et là, je pense que c'est ça l'illusion principale, le problème principal. C'est de croire qu'on pourrait s'installer et habiter dans le virtuel. Si vous voulez, les autres révolutions industrielles, bon alors, il y a eu quoi? La machine à vapeur, l'électricité et l'informatique. Très schématiquement, quoi. Machine à vapeur, électricité, informatique. Les deux premières, elles ont changé un peu le contenu du monde. On peut faire des nouvelles routes, on peut aller plus vite, on peut communiquer de loin, etc. Elles ont changé le contenu. La troisième, la révolution informatique et le virtuel, ce qui est un peu impressionnant, c'est qu'elle change peut-être la forme du monde. C'est-à-dire, elle donne l'impression qu'on pourrait habiter hors du réel, dans quelque chose qui n'a plus aucun rapport avec le réel. Et ça, je crois que c'est une illusion et que c'est très important parce que y a pas d'affaire, y a pas à tergiverser. C'est dans le réel qu'on habite. C'est dans le réel qu'on habite, confronté au corps des autres, là où se jouent les désirs et les besoins, là où les espoirs et les désespoirs sont possibles, c'est là qu'on habite. Ça peut pas être dans le virtuel qu'on habite. En plus, le réel. Le réel, il est violent, et surtout le nôtre. Le réel de votre génération est vraiment violent. C'est un réel dans lequel il n'y a plus tellement d'idées universelles qui pourraient rassembler les gens. Et oui, il y a partout des petites revendications locales, potentiellement violentes, sans contact avec les autres. Bon, par rapport à ça, c'est quoi le danger du virtuel? C'est pas de créer de la violence, c'est tout le contraire. C'est de faire oublier la violence du réel. Le danger du virtuel, c'est pas sa violence, je dirais, c'est sa tranquillité. Sa tranquillité. Il fait comme si on n'avait plus à prendre en charge la violence du réel. Et la misère qui la nourrit, et les situations qui la provoquent. C'est ça le danger du virtuel. C'est pas qu'il introduit de la violence dans la réalité, c'est qu'il fait oublier la violence de la réalité. Alors vous voyez, on annonce tout le monde croit un peu à ça, un consensus général de l'humanité. À force d'échanger des informations et des avis sur Internet et par le virtuel, on réussirait à établir une paix, une démocratie, etc. Bon, je crois que c'est du vent, ça. C'est un peu du vent. Fraternité qui viendrait du virtuel, ça me paraît complètement impossible. Complètement impossible. Comment je pourrais dire? Vous voyez, finalement, je trouve plus inquiétante l'idée qu'on résoudrait tout par une démocratie virtuelle, en échangeant nos avis et nos informations. Je trouve ça beaucoup plus inquiétant que le fait qu'on puisse jouer avec un casque 3 dimensions à tuer des monstres. Non, c'est la première chose qui est la plus inquiétante. Parce qu'elle fait croire qu'on pourra pacifier la réalité, régler les problèmes de la réalité sans y être confronté, dans un univers complètement parallèle. Alors, qu'est-ce que je vous dirais pour finir? Que le virtuel, vous l'avez compris, même pour moi, c'est quand même une source d'expérience et d'exploration assez fascinante. Et de tous les points de vue, hein, scientifiques, artistiques, pédagogiques peut-être, pourquoi pas. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Le problème, le danger, la menace, c'est de croire que c'est là-dedans que ça va se passer, que c'est là-dedans qu'on va régler les choses, que c'est là-dedans oui, que c'est là-dedans que ça se passe, je ne peux pas dire mieux. Et du coup, voilà, ma conclusion, ça serait qu'il faudrait, une de nos tâches, ce serait d'apprendre à vivre avec les instruments, avec le virtuel, sans jamais croire qu'on pourrait vivre dedans. Vous voyez, vivre avec toutes les possibilités que ça offre, mais sans croire qu'on peut vivre dedans. Et voilà.